Bonjour à tous à nouveau, hein, ceux qui sont déjà là et à tous ceux qui vont nous rejoindre. Donc en distanciel, pour cette 10e édition extraordinaire, Covid oblige, hein, du concours éco-reportage et de la remise de prix à 2 lauréats cette année, des lauréats francophones choisis par le jury parmi 26 candidats. Donc, durant une demi-heure, les 2 lauréats vont se présenter et parler de leur reportage primé et plus largement de leur travail de journaliste. Avant de présenter les 2 lauréats, je veux simplement remercier donc les partenaires du Club de la Presse qui sont fidèles et impliqués et qui nous permettent de doter les prix. Donc cette année, les 2 prix sont dotés chacun de 1 500 €. Donc, ces partenariats assurent effectivement la pérennité du concours depuis 10 ans. Cette année, nos partenaires sont la Compagnie nationale du Rhône, Orange et la région Auvergne-Rhône-Alpes. En seconde partie, nous avons un invité, le journaliste Éric Lablanche, qui vient de publier un livre, Colère contre les responsables de l'effondrement écologique. Alors, pour son intervention et vos questions à tous, nous aurons un espace-temps de 30 minutes également. Donc, les prochains jours, pour ceux qui n'ont pas pu participer, vous pouvez faire passer l'info. Vous retrouverez donc les vidéos de la conférence, plus ou moins intégrales, sur le site du Club de la Presse de Romardèche. Donc, je vous souhaite à tous un agréable moment, hein, avec nos invités. Alors, nous en venons à la remise des prix et donc à la découverte des 2 lauréats. Le premier lauréat, éco-reportage, pour cette 10e édition, est Abdelaziz Nabaloum. Son prix est doté par la Compagnie nationale du Rhône. Abdelaziz Nabaloum est journaliste à Sidwaya, un quotidien burkinabé d'information. Abdel travaille dans ce quotidien national depuis 2012, où il réalise régulièrement des reportages relatifs à l'environnement. J'en profite aussi pour préciser que cette édition du concours a compté la candidature de plusieurs journalistes d'Afrique de l'Ouest. La promotion du concours a été réalisée par une association, Reporters Solidaires, qui est basée à Lyon et qui dispense des formations auprès des collègues d'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, j'en viens à l'article primé, écosite d'un patrimoine mondial. Il nous entraîne à la rencontre de Yacouba Sawadogo, un paysan né dans la région semi-désertique du Sahel. Revenu dans cette région de Yatenga, au village de Gourga, au début des années 80, il a décidé de stopper l'avancée du désert. Il a adapté et amélioré une méthode ancestrale de culture, le zaï. Malgré le scepticisme des habitants, sa persévérance a permis de développer une forêt d'une vingtaine d'hectares qui fait rempart à l'avancée du désert. Les habitants qui avaient fui sont revenus cultiver leurs champs et le vieil homme a fait des émules et la région revit. Le 23 novembre 2018, cet homme a reçu à Stockholm le prix Nobel alternatif pour son combat contre l'avancée du désert. Et le 11 décembre dernier, donc il y a quelques jours, le vieux a été désigné champion de la Terre 2020 par les Nations Unies. Cette double reconnaissance internationale pousse le gouvernement burkinabé à affirmer qu'il protégera la forêt. Toutefois, des concessions en terre battue poussent comme des champignons sur la forêt, gagnée sur le désert durant 40 ans de lutte. D'un côté, des parcelles ont été attribuées à des particuliers qui construisent des maisons en abattant des arbres. Et de l'autre, Yacouba ne possède pas de titre foncier sur cette forêt. Et ce titre lui coûterait 108 millions de francs CFA. Alors, si je ne me suis pas trompée, ça correspond à 162 000 €. Donc, j'ajoute que ce reportage a intéressé le jury parce qu'il nous amène au plus près de la réalité burkinabé en apportant maints témoignages et qu'il se démarque ainsi d'autres articles consacrés à ce paysan
qui lutte contre le désert. Donc j'invite sans plus tarder le lauréat à parler lui-même de cet imbroglio administratif sur fond de spéculation et de corruption. Merci Abdelaziz Nabaloum, c'est à vous. Et bonsoir à tous. Et d'abord, avant de commencer, je dis que c'est un honneur pour moi d'être le lauréat de ce prix-là, ce prestigieux prix qui récompense tous ceux qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement. Effectivement, le reportage est intitulé Forêt de Boga dans le Yaktenga, l'écosystème d'un patrimoine mondial. Il s'agissait pour nous de montrer un peu comment un homme s'est battu, notamment le vieux Yakuba Sawadogo s'est battu durant 40 ans pour freiner l'avancée du désert dans le Sahel burkinabé. Et malheureusement, depuis quelques années, il y a des actions anthropiques qui sont en train de vouloir réduire à néant tout le travail qu'il a mené pendant plus de 40 ans pour stopper l'avancée du désert dans cette partie du Burkina. Effectivement, comme vous l'avez si bien mentionné, il y a des individus, parce que le vieux Yakuba ne dispose pas de titre de propriété, qui rentrent dans la forêt pour aller abattre les arbres et même chasser les animaux. Puisqu'il faut dire, Yakuba a réussi la prouesse de reverdir plus de 40 hectares, c'est vraiment énorme, et ça a permis à cette forêt-là d'être peuplée par de nombreuses espèces animales. Malheureusement, ces personnes-là rentrent et ils partent ériger des maisons, ils abattent les arbres, et comme le vieux n'a pas de titre de propriété, il ne peut pas se plaindre officiellement. C'est ça. Donc, ce qui nous a amené à aller à la rencontre de ce vieux pour essayer d'être un peu le porte-voix de celui qui est sans voix. Puisque c'est vrai que la forêt l'appartient, mais s'il n'a pas de titre de propriété, officiellement, c'est comme si ça ne l'appartenait pas. Quelque chose qui est un peu normal en griffe. Donc, depuis plusieurs années, le vieux se bat pour avoir ce type de propriété, mais malheureusement, les autorités ne semblent pas bouger. Ça veut dire que c'est comme s'ils n'accordaient pas de l'importance à tout ce que le vieux fait pendant toutes ces années. Donc, pour nous, il s'agissait un peu de tirer sur la sonnette d'alarme pour qu'on puisse agir en faveur de la protection de cette forêt-là. Heureusement, depuis que le reportage est paru, il y a des actions qui sont en train d'être menées, mais c'est toujours lent. À cause de la lourdeur administrative, c'est toujours lent. Jusqu'à ce jour, il n'a pas encore de titre de propriété. Et c'est comme vous l'avez si bien mentionné, depuis le 11 décembre, il a été désigné champion mondial de la Terre par les Nations Unies, chose qui n'est pas mauvais, mais c'est ce que le vieux souhaite, c'est que vraiment on l'aide à protéger cette forêt-là. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur le reportage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions d'éclaircissement. Je vais les poser. Peut-être est-ce que vous pouvez mieux faire comprendre la lourdeur de l'administration? Pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps? Est-ce qu'il y a d'autres résistances? Est-ce qu'on peut parler de corruption également? Bon, ça traîne parce que il y a des lotissements qui ont été faits dans cette partie du Yatenga, c'est-à-dire dans le village de Bourga, et qui ont un peu englouti la forêt du vieux. Donc, l'équation ici, c'est quoi? Comment retirer les parcelles qui ont été attribuées aux tierces personnes pour que le vieux puisse retrouver sa forêt dans son intégralité. Ici, on ne peut pas parler de corruption, mais on peut parler un peu de mépris. C'est comme si les gens, les autorités n'accordaient pas d'importance à ce qu'il a fait. Sinon, si c'est pour avoir un titre de propriété, on peut dire que ce n'est pas compliqué. Avec tout ce qu'il a abattu comme travail pour stopper le désert, bon, les 108 millions par rapport à tout ce qu'il a fait, on peut dire que c'est insignifiant. C'est sans doute compliqué pour lui de réunir cette somme d'argent nécessaire pour obtenir le titre foncier.
Lui, c'est vraiment difficile pour lui, puisque le vieux n'y met aucune activité à part s'occuper de cette forêt-là. Et Alors, quelle serait la solution? quand on regarde la forêt ne l'apporte pas ne l'apporte pratiquement rien. C'est par amour pour l'environnement qui s'est lancé dans cette aventure-là. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est que les autorités lui donnent simplement son titre de propriété. Vu tout ce qu'il a fait, bon, c'est la seule solution. C'est de signer une note, un décret, un arrêté ministériel pour lui concéder cette partie-là. C'est véritablement la solution. Il reçoit des supports au Burkina même, puisqu'on a parlé des deux titres qu'il a reçus au niveau international, mais est-ce qu'au Burkina Faso, au pays, il est aidé? Est-ce que son action est valorisée? Oui, c'est beaucoup valorisé, surtout par les organisations de la société civile qui mènent toujours le plaidoyer, qui attirent toujours l'attention des autorités pour qu'ils puissent vraiment avoir un regard sur ce qui est en train de se passer dans cette forêt-là, surtout sa destruction. En tout cas, il a beaucoup de soutien, mais c'est au niveau des autorités que les choses bloquent. Jusqu'à présent, ce qui est un peu étonnant, depuis qu'il a reçu son prix, le dernier prix des champions de la Terre, il n'a pas encore reçu de note officielle pour le féliciter. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. On ne sait pas pourquoi l'action politique bloque, mais vraiment, c'est ça qui fait qu'on est toujours dans ce statu quo-là. Je vous invite tous à lire l'article qui va être accessible sur le site du Club de la Presse. Et puis maintenant, eh bien, on va faire connaissance de l'autre lauréat, le lauréat éco-reportage Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un prix qui est doté par Orange et la région Rhône-Alpes. Donc, Guillaume Pajot, vous êtes journaliste pigiste. Vous êtes allé à la rencontre des vautours dans le Vercors, des vautours fauves notamment, pas seulement. Donc, votre reportage publié dans Géo rappelle que cet oiseau de malheur, qui était voué aux gémonies, qui avait disparu de France, est de retour et bien installé depuis 1999 dans le Vercors, où il est devenu l'allié des éleveurs. Alors, le sujet n'est pas inédit pour les lecteurs qui sont au fait des questions de biodiversité et de réintroduction. Mais vous avez captivé notre intérêt avec cette histoire du retour des nécrophages en nous parlant des hommes qui ont plaidé et œuvré pour cette réintroduction. Vous y parlez également du changement de regard des jeunes générations, mais aussi des quelques difficultés qui ne manquent pas de subsister. Donc, vous allez nous raconter votre voyage dans le Vercors un petit peu et évoquer aussi d'autres reportages qui s'articulent autour de votre fil rouge personnel, autrement dit, la protection de la faune sauvage et son revers, le braconnage. Vous avez enquêté sur la réintroduction du lynx dans l'Est et aussi la sauvegarde du saumon dans le Massif central, toujours pour Géo. Et puis, vous expliquerez aussi que votre autre spécialité, c'est un pays, la Birmanie. Donc l'an dernier, vous avez publié une longue enquête, un travail de plusieurs années sur le braconnage d'éléphants dans ce pays, dont l'ivoire et la peau sont vendus en Chine. Donc je vous laisse la parole, Guillaume Pajot, à vous d'expliquer votre travail. Merci beaucoup, Louisette. Déjà, je voudrais commencer par remercier le jury. Je crois que c'était pas la première fois que je candidatais au prix Non. éco-reportage. Et quand on bosse sur ces questions d'environnement et a fortiori quand on est pigiste, voilà, c'est hyper important d'avoir l'attention un peu des collègues. Et voilà, je suis très fier et très content de faire partie des lauréats avec Abdelaziz, dont je découvre le travail. Donc ce reportage a été publié dans un hors-série de Géo en 2018. En fait, ça part à l'origine d'un autre article de Géo que j'avais fait sur la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité. Et en fait, on avait fait un petit encadré, un petit supplément sur des success stories, en fait, des espèces dont on avait réussi à organiser le retour. Et c'est là que j'ai découvert que le vautour fauve dans le Vercors avait réussi à se réimplanter plutôt avec succès.
Et donc, quand j'ai eu l'occasion de participer à ce hors-série, j'ai proposé ce sujet autour du vautour, avec l'idée, effectivement, comme vous le disiez, de faire quelque chose plutôt autour des hommes, finalement. Les hommes seraient un peu le pivot de l'histoire. Parce qu'en tant que journaliste, en bossant sur ces questions, j'ai souvent remarqué que en fait, les idées autour des animaux, on nous les renvoyait souvent à la figure, en fait, en disant on s'en fiche un peu, c'est juste un oiseau, c'est juste un mammifère, voilà, en quoi ça nous concerne. En fait, on se rend compte qu'autour des espèces animales ou végétales, il y a des enjeux qui peuvent être gigantesques, qui peuvent être intimes. C'est des questions économiques, culturelles, sociales, touristiques, et il y a des tas de choses à raconter. Et donc l'article, je pense que les lecteurs le découvriront en ligne, du coup, est construit autour de différents personnages. Et il y a un des personnages que j'ai pas mal accompagné sur le terrain, qui est Michel, qui s'occupe du ramassage des carcasses, en fait, dans le parc naturel régional du Vercors. Et en fait, je l'ai accompagné dans 2 de ses tournées. Donc, on part le matin très tôt et on va chez les éleveurs ramasser des carcasses de moutons qu'ensuite on dépose au vautour. Et c'est assez impressionnant, en fait, ce travail, parce que lui, il est tout seul pour faire ça avec une carriole. Et il vient chez les éleveurs, chez eux, et il y a des carcasses qui l'attendent. Et un mouton mort, c'est assez impressionnant, en fait. La bête a changé de couleur, c'est extrêmement lourd. Et ce boulot ensuite vient nourrir les vautours et construire une sorte de chaîne humaine et animale autour de l'oiseau. Et j'ai été très bien accueilli là-bas. C'est vrai que le vautour commence à faire partie du paysage, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, il y a un tourisme naissant qui se développe. Les enfants, les jeunes changent un peu de regard sur l'animal. Et on est loin de l'image du vautour comme animal nuisible, effrayant, annonciateur des pires événements comme ça avait pu être dans le passé. Et c'est vrai que le vautour comme animal, ça interroge aussi notre rapport à la mort Oui. et à tous ces animaux nécrophages. Voilà. Donc ça pose pas mal de questions en fait à partir d'un sujet qui, comme vous le disiez, un animal oui, on sait que le vautour est réintroduit en C'est France, ça. mais on peut développer aussi des tas d'histoires autour de ça, et c'est ce que je voulais un peu montrer dans cet article-là. Ouais. Voilà. Alors peut-être vous avez d'autres choses à dire sur les différents reportages que vous avez faits en Birmanie, et pas seulement, je pensais à celui sur les éléphants, mais vous avez aussi travaillé avec les réfugiés. Peut-être ça peut intéresser nos collègues qui sont là aujourd'hui. On a encore quelques minutes pour ça. Mais en fait, moi, j'ai vraiment 2 spécialités qui sont un peu plus que la faune sauvage, enfin un peu, à la fois un peu plus étroit que la faune sauvage. Je m'intéresse beaucoup à la criminalité environnementale, donc tout ce qui est braconnage, trafic d'espèces, et à la Birmanie. C'est un peu mon deuxième poumon en tant que journaliste. Donc sur la criminalité environnementale, j'ai beaucoup bossé sur le braconnage d'éléphants en Birmanie. En fait, en Birmanie, l'éléphant est braconné à la fois pour son ivoire, mais aussi pour sa peau, qui est ensuite envoyée en Chine, où elle est consommée, souvent sous forme de soupe, mais aussi en bijoux. Donc en fait, la peau d'éléphant est très épaisse, et en fait, on arrive à découper des billes qui forment ensuite des bracelets euh, qui sont vendus ensuite en Chine. Et en fait, la Birmanie, c'est le seul pays au monde où l'éléphant est braconné pour sa peau, où il y a vraiment un véritable marché. Oui. Et parce que les éléphants sont les éléphants d'Asie, donc en général, les défenses sont très petites. Et la peau, par contre, même sur les bébés éléphants, il y a de l'argent à se faire. Donc pendant plusieurs années, j'ai reconstitué un peu le circuit. J'ai aussi été à la frontière entre la Birmanie et la Chine sur des marchés où se vendent ces produits-là, pour essayer un peu de reconstituer toute la chaîne du braconnage, depuis les forêts de Birmanie jusqu'au marché chinois. Voilà, et ça m'a pris un peu de temps. Et au final, c'est un sujet qui avait été soutenu aussi par une bourse. Et c'est Géo qui avait publié ça l'an dernier, finalement. Voilà. Et ce travail autour de la faune sauvage, je peux remercier Géo de le soutenir pas mal. J'ai aussi fait d'autres sujets en France sur le saumon dans le Massif central. Aussi, il reste très très peu de saumon qui remonte l'Allier, Oui. notamment à cause de la bétonisation des rivières. Et donc j'ai fait un sujet là-bas. J'ai aussi fait un sujet sur le lynx cette année. Le lynx dans le Jura, qui Oui. est un animal super rare, le seul grand félin en Europe,
très impressionnant et où j'ai accompagné des gens qui cherchent à observer le lynx, des amateurs, et c'était vraiment super intéressant. Et c'est un patrimoine qui est incroyable, voilà, qui est vraiment incroyable et on a les moyens de le sauvegarder. Donc moi, j'essaie d'aller rencontrer les gens qui se donnent les moyens et puis aussi les conflits que ça crée autour de ça, parce qu'il y a des tas de débats, il y a des tas de questions. Il y a des gens qui sont challengés aussi dans leur quotidien par l'arrivée de ces animaux, en tout cas le retour de ces animaux. Et donc l'idée, c'est de faire un peu parler tout le monde et de donner la voix à tout le monde et de montrer effectivement que c'est des sujets qui nous touchent nous en tant qu'humains aussi directement. On retrouvera votre article sur les vautours sur le site du Club de la Presse. Et puis, on pourra retrouver vos écrits par ailleurs sur le web. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume, Abdelaziz également. Donc, je vous remercie au nom du Club de la Presse. Je vous remercie d'avoir coopéré pour la conférence. Et puis, j'espère que ce prix vous encouragera encore et puis vous aidera à préparer un autre reportage, par exemple. Voilà.